je suis entouré donc, pour cette table ronde d'Ophélie Katzer, donc de la DRETS PACA. Bonjour Ophélie. Bonjour. Patrice Benan, donc, qui représente le pôle Actantis et surtout pour parler d'un projet qui est Move to Digital. Et enfin Bertrand Bouillot de Honnête Technologies, donc une filiale du groupe Honnête, groupe marseillais, très connu sur le territoire. C'est une table ronde qui va être intéressante et qui fait surtout en fait une transition avec ce qu'on avait organisé notamment sur Global Industries au mois de mars dernier. Puisqu'au mois de mars dernier, on s'était monté pour cette édition de Global Industries un village data pour parler de ces sujets-là. Et pourquoi on avait voulu monter ce village data? C'est qu'on avait aussi capté que la data est de plus en plus présente en fait sur les sites industriels, notamment sur les machines, sur la gestion. Bien sûr, vous avez la gestion des parcs, mais pas uniquement. Et un des sujets finalement intéressants était la valorisation de cette data et comment en fait les entreprises allaient prendre ça en compte. Et là, on avait finalement deux types d'entreprises, celles qui pouvaient utiliser cette data et la valoriser. Et là, ça pouvait être un apport vraiment commercial, concurrentiel. Et ceux qui souhaitaient le faire, mais qui n'avaient pas forcément les bons contacts ou la bonne méthodologie. Et c'est pour ça qu'on avait monté ce village data. Et donc là, cette table ronde, elle vient en continuité de ça, parce que du coup, on a mûri aussi notre réflexion à travers ce Global Industries. Et tout d'abord, je voulais commencer par la vision finalement de l'État à travers les différents projets qui poussent à valoriser en fait cette data et surtout que les industriels puissent prendre en compte en fait cette donnée importante et voir avec toi Ophélie justement les différents programmes sur lesquels nos industriels ici présents peuvent accéder. Oui, merci Sylvain. Alors juste en précision, parce que tu as parlé de la DRETS PACA et j'imagine que pas beaucoup de personnes savent ce qu'est la DRETS PACA. Donc la DRETS, c'est une direction interministérielle qui va regrouper plusieurs corps de métier. On va notamment y retrouver des personnes qui font du contrôle des organismes de formation. On va retrouver les inspecteurs du travail typiquement. Et on retrouve mon service qui est le service économique de l'État en région. Donc c'est un service qui est directement lié au ministère de l'économie et des finances. Et on est plusieurs chargés de mission spécialisés sur des filières stratégiques en région. Et on va être chargé d'être les yeux et les oreilles du ministère sur le développement de ces filières stratégiques. Donc notre rôle à nous, c'est de discuter avec des dirigeants d'entreprise, faire remonter des difficultés au ministère et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme programme pour aider au développement des filières stratégiques. Donc voilà pour précision. Au niveau de l'intelligence artificielle, alors le gouvernement a mis en place dès 2018 une stratégie pour l'intelligence artificielle qui a été fait suite à un rapport que le député Cédric Villani avait édité, qui faisait un état des lieux de nos compétences, nos capacités en France en intelligence artificielle. À partir de là, il y a une stratégie nationale qui s'est mise en place, qui aujourd'hui compte 3 phases. Donc une première phase 2018-2022 où il était plutôt question d'investir massivement dans la recherche. Donc on a notamment vu le développement du supercalculateur Jean Zé, qui permet de faire de très gros calculs et qui est plutôt à destination de la recherche et des centres de formation. On a une deuxième phase qui a débuté en 2022-2023 qui avait plutôt pour but de financer de l'innovation. Donc comment on transforme les succès issus de la recherche de la première phase en opportunités économiques. Donc cette phase-là, elle a été très liée au plan France 2030, qui avait pour objectif de financer la souveraineté par l'innovation. Et aujourd'hui, donc, on a toujours cette phase-là où on investit dans l'innovation et on a une troisième phase qui a débuté fin 2023, début 2024, qui a plutôt pour objectif de booster la demande. Parce que finalement, on s'est construit une offre souveraine avec la deuxième phase, mais on n'avait pas forcément la demande en face. Donc il a fallu trouver un moyen d'encourager les entreprises à adopter des outils d'intelligence artificielle. Donc pour ça, il y a eu plusieurs programmes qui ont été mis en œuvre. Donc j'en parlerai un peu plus tard avec Patrice. Aujourd'hui, on est sur le développement de 2 outils. Ils ne sont pas encore lancés officiellement, mais j'en parle quand même. Et puis vous pourrez suivre leur lancement là, dans les semaines qui arrivent. On a un premier outil où on a recensé des cas d'usage en intelligence artificielle.
Et le projet, c'est de mettre en œuvre une plateforme en ligne sur laquelle on va publier ces cas d'usage. Et les entreprises qui s'intéressent, qui se posent des questions sur ce que peut faire l'intelligence artificielle pour l'entreprise, pourront rentrer des fonctions d'entreprise, un secteur d'activité et avoir plusieurs cas d'usage avec des solutions associées. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer à l'entreprise qui s'intéresse à l'IA ce que l'IA peut faire pour elle. Ça, c'est le premier outil. Et il y a un deuxième outil aussi qui concerne le recensement d'ambassadeurs IA en région. Donc nous, dans notre région, on en a une petite dizaine. Le lancement n'est pas encore officiel, donc je ne donne pas de nom, mais ce sont des ambassadeurs et l'idée, c'est que les entreprises pourront se tourner vers ces personnes-là pour avoir des sensibilisations, pour avoir des diagnostics IA, pour comprendre quel type d'outils l'entreprise pourra intégrer. Donc pour le lancement officiel, moi je vous conseille de suivre le compte de Clara Chapaz, le compte LinkedIn de Clara Chapaz, qui est la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, qui communique beaucoup. Donc même si vous voulez maintenir une activité de veille autour de la réglementation et de ce qui peut se passer en IA et en numérique, moi je vous recommande vivement quand même d'aller checker son LinkedIn. Et pourquoi c'est important pour l'industrie? Je fais le lien avec l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, parce qu'avec des outils, ChatGPT le premier, ChatGPT a permis quand même de démocratiser l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, on est moins dans la génération de contenu, on est plutôt dans l'acquisition de données, dans le traitement de données, dans la visualisation de la donnée. Tout ça, c'est quand même plus complexe que des outils comme ChatGPT, et c'est important de se faire accompagner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vont être mis en œuvre illustrés par des cas d'usage et accompagnés avec des ambassadeurs. Oui, complètement. Et c'est vrai que quand on regarde les deux premières phases, finalement, le monde industriel ne s'était pas approprié. Typiquement, en fait, c'est cette partie sur IA. Et elle est plus venue sur la troisième phase, sincèrement, où, bien sûr, il y a eu des actions de sensibilisation, d'acculturation pour expliquer ce qui était possible de faire, autre que l'IA générative. Et qu'on a commencé à parler vraiment de cas d'usage typiquement industriels. Et c'est ce qui a commencé à faire booster un peu les premières implantations, en tout cas sur les sites industriels. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Je pense que quand même ChatGPT a joué un rôle parce que ChatGPT est rentré dans quasiment toutes les maisons et les dirigeants qui étaient chez eux, ils avaient ChatGPT et ils se sont dit mince, mais dans mon industrie, dans mon usine, dans mon entreprise, qu'est-ce que l'IA peut faire aussi? Parce que ça apporte beaucoup à mes enfants, ça les fait beaucoup rire, on peut créer des histoires, on peut traduire, on peut faire plein de choses avec ChatGPT ou avec Mistral, etc. Et finalement, ça fait aussi réfléchir sur comment on s'approprie cette techno-là pour une application dans une entreprise ou dans une usine, dans une industrie au sens large. Merci Ophélie. Et c'est vrai, pour aller plus loin, une fois qu'on a compris cette partie IA au niveau des industriels et ce qui pouvait être exploitable, il faut que les industriels arrivent à se projeter, et on arrive à se projeter grâce surtout à des cas d'usage, à des preuves de concept aussi dans certains cas pour des clients. Et c'est vrai que vous, le groupe Honnête, et notamment, peut-être expliquer ce qu'est le groupe Honnête, mais notamment, je dirais, la filiale Honnête Technologies, vous avez été très moteur finalement sur la digitalisation des services que vous alliez proposer, de l'utilisation d'IA, etc. Oui, tout à fait. Merci Sylvain pour la parole. Oui, donc Honnête, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Vous avez vu au moins les gens ramasser les poubelles dans les aéroports, les gares, peut-être vos bureaux. Donc c'est un groupe de services marseillais qui a plus de 160 ans et donc responsable de propreté, de logistique, de sécurité et donc de l'industrie nucléaire avec sa business unit Honnête Technologies dont je dépends. Honnête Technologies, donc c'est une petite business unit de 4000 personnes environ. Et effectivement, comme le disait Sylvain, on est un petit peu fer de lance en fait par rapport au groupe Honnête sur notre maturité en termes de data et de process, tout simplement parce que on a l'équivalent d'une 60aine d'années d'expérience dans l'industrie du nucléaire. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on dit sur la digitalisation et l'époque, oui, on a des gens qui travaillent effectivement avec Excel. Alors, il ne faut pas cracher sur Excel, tout le monde l'aime, on l'aime énormément. Mais quand il s'agit de fiabilité, de sécurité et de data visualisation, ce n'est pas forcément optimisé. Du coup, donc, pour rentrer dans le dur, un cas d'usage que nous avons en étude actuellement, c'est, vous avez peut-être entendu parler donc, des fonctions de recherche de ChatGPT, de Perplexity. On a tenté de faire la même chose avec un petit POC, un Rex intelligent, qui nous permet de capitaliser sur les données de l'entreprise. Je vous parlais de 60 ans d'expérience en centrale nucléaire. Elles sont stockées sous forme d'Excel, dans un espace partagé, pas forcément formalisé, pas forcément cartographié correctement. Donc, une grosse partie du travail consiste
à faire cette cartographie, à les relier au bon rôle pour prendre des décisions éclairées dessus, et donc entraîner un modèle, en l'occurrence un RAG, si ça parle à des gens, Retrieval Augmented Generation, afin de pouvoir discuter en langage naturel avec donc notre base de données documentaire. Ça suffit comme introduction? Oui, c'est très bien. Et alors du coup, vous avez eu le cas en interne, parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées au sein du groupe. Le groupe 55 000. 100 000. Ah oui, parce que vous avez racheté une société récemment, on a effectivement. passé les 100 000 l'année dernière, exactement. Voilà. Donc vous avez fait déjà en interne, et puis après vous avez vos propres clients que vous avez dû accompagner et réaliser. Vous avez réalisé des propres cas d'usage. C'est ce qu'on m'avait expliqué. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt capitaliser sur les données internes pour nos clients. Oui, on a refait une cartographie de nos clients, mais on n'en est pas encore au niveau de maturité qui nous permet de développer des services et des produits. Pour l'instant, on essaie d'améliorer la performance interne, pallier les défaillances, même pourrait-on dire, les défaillances humaines notamment, avant effectivement, peut-être dans quelques mois ou années, de développer quelque chose de vraiment nouveau. D'accord, vous êtes parti là-dessus. Alors donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, parce qu'on parle des cas d'usage, mais comment on arrive à accompagner donc, ces entreprises, pour le coup, externes, à l'intégration de ces dispositifs data. Donc il existe différentes solutions. Il y a le dispositif qui est plutôt classique. Vous avez une entreprise qui va rechercher, soit au travers de son réseau, en fait, des compétences particulières, soit ce qui a été mis en place donc, depuis quelques années, notamment depuis 2021, avec la mise en place de plateformes d'accélération industrie du futur, ou des programmes d'accompagnement, ou justement le programme Move to Digital, qui sont finalement des tiers-lieux qui permettent de regrouper à la fois des experts, des offreurs et des gens qui sont que l'on a besoin d'accompagner. Parce que c'est pas si évident que ça. Si on veut sécuriser son investissement, il vaut mieux vraiment avoir les bonnes pratiques et se faire accompagner. Patrice. Merci Sylvain. Oui, tout à fait. En fait, le constat a été que pour introduire ces nouveaux outils d'IA et de la transformation numérique des entreprises, il fallait le faire de manière à sécuriser un maximum le chef d'entreprise, qui prenne un minimum de risques, parce que quand on met en place un projet IA, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit en général. Du coup, l'idée, ça a été de les accompagner pour que le pied à étrier ne soit pas trop douloureux. Et dans ce contexte-là, a émané différents programmes d'accompagnement qui s'appellent des EDIH, European Digital Innovation Hub. L'idée, c'est partout en Europe. Il y en a à peu près, je crois, 150 ou 200 en Europe, à peu près une soixantaine en France. Dans toutes les régions, il y a un EDIH. Celui de la région sud s'appelle Move to Digital. Ça regroupe un large consortium où on va retrouver tous les pôles de compétitivité de la région sud et également les académiques, l'Université d'Aix-Marseille et l'Université de Nice-Côte d'Azur, et également l'École des mines de Gardanne avec la sortie d'un IoT Center. Et donc ce programme Move to Digital a pour objectif d'accompagner les TPE-PME de la région sud pour les accompagner justement à la transition numérique en intégrant des outils IA. Donc ce que tu viens de décrire, c'est un peu le constat que l'on fait dans les besoins des entreprises. Au départ, on leur fait un format de diagnostic de maturité digitale assez large pour arriver à identifier leurs points forts, leurs points faibles. Et en fonction de cette restitution et de leurs besoins, on va aller un peu plus loin sur des offres de services qui seront spécifiques, dont notamment des diagnostics avancés en IA. Ce diagnostic avancé en IA, il va durer entre 2 et 3 jours. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est que le reste à charge est de l'ordre de 30% du coût réel d'un diag IA, c'est-à-dire à peu près 900 €. Donc pour 900 €, l'entreprise va avoir un cahier des charges bien spécifique, des outils qu'ils peuvent intégrer dans leur entreprise. L'expérience, ça fait 1 an que c'est lancé. L'expérience, c'est qu'on voit que chez les TPE, l'idée... l'entreprise, lorsqu'elle accepte de rentrer dans de l'IA, c'est pour donner un peu plus de compétences à chacun des collaborateurs. C'est-à-dire une personne elle va se retrouver à avoir 2-3 fonctions supplémentaires. Par exemple, une personne qui va gérer la relation commerciale va pouvoir peut-être aussi améliorer sa compétence en communication. Peut-être le chef d'entreprise, lui, il va pouvoir avoir des outils qui va lui permettre de mieux analyser sa situation financière en collaboration avec son comptable. Et plus l'entreprise grossit,
C'est-à-dire plus on bascule vers la PME, plus c'est l'optimisation des process internes pour faire gagner du temps. Mais en général, en tout cas, les entreprises que nous, on accompagne, ça reste des entreprises, alors pas à faible maturité digitale, mais en tout cas, qui utilisent déjà l'ère du numérique. Ils ont déjà des sites internet, ils utilisent toutes les applications qui vont bien, ils échangent des informations par mail, ils ont un drive, ils ont tout ça. Ils ne conçoivent pas leur propre outil digital, c'est-à-dire potentiellement, ils n'ont pas forcément des serveurs soit externalisés, soit internalisés avec des outils. Voilà, c'est plutôt cette typologie d'entreprise qui a besoin d'intégrer des outils d'IA génératif à ce jour. Beaucoup de besoins tels que tu l'as décrit, c'est-à-dire ils ont de la base documentaire dont ils aimeraient numériser et en faire leur propre LLM pour améliorer l'accès à des informations et qu'une personne non initiée collaborateur de l'entreprise, puisse avoir accès plus facilement et donc améliorer sa compétence. Voilà réellement le segment d'entreprise que l'on cible, la typologie d'accompagnement qu'on peut avoir au travers de Move to Digital. D'accord. Alors juste, je reviens effectivement sur toi, parce que vous l'avez fait complètement en autonome, avec Exactement. vous n'êtes pas passé par une structure qui vous a accompagné? Alors, c'est pas tout à fait vrai. On s'est fait aider en fait par une entreprise tierce qui était un petit peu réputée. Donc, voilà. Mais l'idée, c'était pas qu'elle nous donne en fait notre feuille de route IA, notre cartographie de cas d'usage. Celle-là, c'est ce que je disais c'est une approche bottom-up en fait. Ça vient du métier. On discute avec les gens de terrain. C'est aussi le but de mon job, c'est de faire l'interface entre le métier, le terrain et la DSI. Et donc, c'est de co-concevoir ensemble les prototypes qui seront plus tard, si tout se passe bien, industrialisés parce qu'on aura mis ensemble les bonnes pratiques, les bons interlocuteurs et les bonnes données. D'accord. Et est-ce que dans ce long processus, c'était quoi les principales difficultés ou les freins que... alors, sans tout expliquer en détail, bien sûr, mais les éléments que finalement, vous n'aviez peut-être pas vu venir, je dirais, et qui sont confrontés à vous, et qui, en tout cas, vous ont fait perdre peut-être un peu de temps. Alors, on peut en citer peut-être un qui est assez problématique, c'est le stockage. On a énormément d'informations, je le disais en introduction, 60 ans d'expérience dans le nucléaire, ça représente des dizaines d'espaces partagés avec quelques centaines, quelques millions de documents. Donc, quand vous n'avez pas un alternant ou un stagiaire l'été qui vient pour vous remettre ça un petit peu d'équerre, vous pouvez vite vous retrouver avec 10 ans de chaos absolu au niveau dossier. Donc, le premier step, c'est vraiment de tout reprendre, tout réorganiser, tout retrier et garder en fait que ce qui n'est pertinent pour l'usage qu'on va vouloir en faire derrière. D'accord. Patrice, toi de ton côté, cet aspect de stockage, est-ce que ça déjà, ça fait partie, ces sujets-là, en tout cas, d'un accompagnement? Parce qu'on se doute bien, on l'a bien vu. Ce qui est important en fait dans la data, c'est de pouvoir capter cette data de façon fiable et sécurisée, donc d'avoir une infrastructure sécurisée. L'IA demande beaucoup de data, donc derrière les conséquences, soit c'est en local, soit c'est sur le cloud, mais le sujet du stockage est quand même de plus en plus complexe, en tout cas. Et derrière ça, c'est les consommations d'énergie, etc. Donc, est-ce que ça, déjà, ça fait partie aussi de votre programme? Tout à fait. Le chef d'entreprise est souvent très surpris de voir que même s'il se sent mature d'un point de vue numérique, les données sont un peu n'importe où, non classifiées, non étiquetées. Bon, des fois, on n'a pas besoin d'étiqueter des données pour faire de l'IA, mais voilà, c'est un vrai sujet de centralisation des données et après de sa sécurisation, notamment dans Move to Digital. On fait du diag IA, mais aussi du diag cyber. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, mais en général, en tout cas, sauf si les entreprises travaillent déjà avec des structures qui nécessitent une réglementation forte en cybersécurité, en général, la TPE, PME de maturité naissante en numérique n'est pas hyper interpellée par la cybersécurité. Donc, nous, le diag, ça permet de faire émaner ça également. Vous voulez faire de l'IA, vous voulez améliorer vos process, vous voulez optimiser la compétence de vos collaborateurs. Déjà, il faut embarquer tout le monde. Et en même temps, il faut arriver à sécuriser vos données, bien les localiser et avoir l'infrastructure numérique qui le permet. Depuis moins d'un an, maintenant, il y a un campus cyber sur Marseille. Vous collaborez avec sur cette partie-là ou vous initiez en tout cas? Oui, c'est ça. On participe à leur feuille de route et on collabore dans le sens où ils mettent en place des offres de services et nous, le diag cyber est une offre de service dont ils font la promotion au travers du campus.
Mais en fait, en gros, on essaie de travailler un peu avec tout le monde. Il y a Urgence Cyber aussi. Ophélie va en parler, de Cyber PME. Enfin, de tous. Il n'y a pas tant que ça comme guichet, mais ça reste un peu opaque pour les entrepreneurs. Du coup, on essaie de fluidifier le discours, d'être un peu plus visible et de pas se marcher dessus. À chaque guichet correspond à une typologie d'entreprise. On essaie de travailler en bonne intelligence. Ouais. Oui, parce qu'on en reparlera tout à l'heure avec Ophélie. Moi, je trouve que c'est un des axes en fait, qui est un peu difficile à comprendre pour les industriels. Ils ont leur activité à gérer. Ils savent, ou ils ont entendu parler qu'il y a des dispositifs qui peuvent les aider, mais pas précisément. Donc ça va être un vrai sujet. C'est comment la communication elle est faite. Et puis derrière, vers qui je me tourne. Et là, sincèrement, c'est loin d'être évident. C'est franchement loin d'être évident. Je parlais tout à l'heure de 2021, des plateformes d'accélération d'industrie du futur. Il y en a eu 8 qui ont été montées sur le territoire. Il y a aussi des campus, des Fab Labs qui ont été montés sur le territoire, qui sont connectés avec d'autres Fab Labs ou campus. On avait le CETIM tout à l'heure, qui est aussi ces campus et ces Fab Labs. Donc c'est sûr nous, en interne, on a bien envie de comprendre que tout le monde doit communiquer ensemble, mais vis-à-vis de l'industriel, comment on fait en sorte que ce soit simple pour lui? C'est pas simple, mais en tout cas, toutes les initiatives de tout le monde, ça permet de communiquer le plus largement possible. Par exemple, hier, il y avait la webconférence de la région Sud sur l'IA. Ça fait partie de la sensibilisation. Directement après mon intervention, j'ai reçu 3-4 mails de structures qui souhaitent avoir un accompagnement sur l'IA. Donc, c'est que ça marche. Même si nous, on n'a pas organisé cet événement, on était partenaire de l'événement, j'ai parlé que 5 minutes, ça a permis derrière que 4 entrepreneurs me contactent directement pour aller plus loin. Donc, peu importe les initiatives, que ce soit la CETIM, que ce soit le Team Henri Fabre, enfin, toutes ces structures-là, ça permet de montrer aux entrepreneurs, aux industriels qu'il existe des guichets. Puis après, peu importe où ils vont, en général, tout le monde se connaît et puis ça s'est réorienté vers la bonne personne. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est important. Et puis vous aviez donc les Fab Labs The Camp qui ont eux en plus la particularité de recevoir plus de 80 000 personnes par an. Donc c'est un centre en tout cas qui est intéressant pour discuter avec tous ces gens. Alors là, on a parlé des sujets où il fallait quand même de la sensibilisation, de la culturation. Il existe aussi, Ophélie, des points... des projets avec du financement, des points d'entrée, des choses très précises, notamment organisées par BPI France. Oui, alors en miroir de ce qui peut se passer au sein de Move to Digital, qui, comme Patrice l'a dit, est plutôt pour des entreprises qui débutent vraiment une démarche de sécurisation de données ou d'intégration d'outils d'IA. Il y a la même chose côté BPI pour des entreprises qui ont déjà passé cette étape ou qui arrivent à comprendre comment peut fonctionner un outil d'IA ou l'importance de sécuriser ces données. Il y a 2 programmes notamment, Cyber PME pour la cybersécurité, où là on a 2 phases, une phase de diagnostic qui est financée. Alors je ne vais peut-être pas vous donner tous les prix non plus, mais c'est assez bien financé. Là, c'est sur Cyber PME, la phase de diagnostic. Il reste 4 400 € à charge pour l'entreprise, c'est financé à hauteur de 50%. C'est 4 400 €, mais qui permet vraiment d'avoir quand même un bon plan de sécurisation de son infrastructure, donc c'est assez intéressant. Et après, il y a une deuxième phase où on va venir financer aussi la mise en œuvre. Donc à la suite du diagnostic, vous avez un plan d'action, on va venir financer la mise en œuvre du plan d'action. Pareil, BPI vous met aussi en relation avec des experts qui ont dû prouver qu'ils étaient bien experts à travers des références, etc., pour pouvoir vous accompagner. Donc ça, c'est sur Cyber PME. Et on a la même chose côté IA avec le programme IA Booster, où là, BPI a quand même rajouté une phase de sensibilisation. Vous avez une formation d'une dizaine d'heures sur l'université, sur la plateforme de l'université BPI, qui est assez bien faite, où vous allez avoir des illustrations avec des cas d'usage, des points aussi au niveau juridique. On parle souvent de l'AI Act, là, la loi européenne sur l'intelligence artificielle, pardon. Pour le coup, il y a un module là-dessus. Donc ça vous permet aussi de pouvoir comprendre quelle est la réglementation autour de l'IA. Donc il y a cette première phase-là qui est à disposition de tous en ligne. Vous avez une deuxième phase, pareil, diagnostic, et une troisième phase de mise en œuvre avec... à la suite du diagnostic où on a identifié où sont les données au sein de votre entreprise. La troisième phase, c'est plutôt quel outil pourrait vous convenir et comment on l'intègre au sein de votre entreprise. Donc il y a ces 2 programmes-là, Cyber PME et IA Booster, que vous pouvez retrouver sur la plateforme BPI. Très bien. Voilà, donc il existe déjà des solutions dans les 2 cas, soit pour la culturation,
la sensibilisation, soit sur des projets où l'on a concrets. On sait qu'on peut se faire aider donc, par différentes structures et ça c'est intéressant. Tout à l'heure, on va rebondir sur justement une autre table ronde autour de la 5G, de l'IA et de la cybersécurité et surtout sur de la mise en œuvre très pratique à travers des cas d'école éprouvés. Merci à vous tous en tout cas pour la participation. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite un bon salon pour ceux qui nous quittent maintenant. Sinon, à tout de suite pour la prochaine table ronde. Merci. Merci.